L'humanité fait face au plus grand danger de son histoire. Notre Soleil s'éteint. Dans 500 ans, le système solaire tout entier sera plongé dans l'obscurité et le froid éternel. Pour sauver notre civilisation, les gens commencent à construire un énorme vaisseau spatial qui pourra accueillir tous les habitants de la Terre et voyager très loin dans l'espace. 400 ans plus tard, la construction du vaisseau est enfin terminée. Le Soleil approche de sa fin. Il est beaucoup plus petit et plus froid et les conditions de vie sur Terre sont devenues très difficiles. Avec le reste de l'humanité, tu embarques à bord du plus grand vaisseau jamais construit. L'embarquement lui-même a commencé il y a plusieurs années, avant même que la construction du vaisseau ne soit achevée. Pour éviter que des milliards de personnes ne se pressent à ses portes en même temps, un programme a été conçu et les gens reçoivent des invitations électroniques quand vient leur tour de s'installer à bord. Plusieurs millions de personnes ont pu embarquer en un mois. Il est essentiel de voyager léger. Tu apportes 2 tenues complètes, des articles de toilette, un téléphone, des écouteurs et ton livre préféré. Tu arrives sur le lieu d'embarquement et tu vois une arche gigantesque de la taille d'une grande île 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Autour du vaisseau, il y a une immense ville suspendue à ses murs. Des ouvriers du bâtiment et des ingénieurs vivent ici depuis des décennies. Tu attends dans une longue file avec des centaines d'autres personnes. L'accès au vaisseau est ouvert à ceux qui ont une carte d'identité valide. Et cette carte te permet ensuite de rejoindre ta zone de repos personnel. Chaque personne a droit à un espace d'environ 2 mètres carrés. Il y a un lit et une table de chevet à l'intérieur. Bien sûr, beaucoup moins d'espace serait nécessaire si les gens prenaient place dans des capsules de sommeil pour voyager vers leur nouvelle demeure. Mais on n'a pas encore trouvé de nouvelle planète habitable. C'est donc sur le vaisseau que doit s'organiser la vie. Une grande partie du vaisseau est occupée par la salle des machines. D'énormes générateurs d'énergie et des moteurs puissants propulseront cette arche dans l'espace. Enfin, l'embarquement est terminé et tout le monde est installé. Les moteurs démarrent. Une voix se fait entendre dans les haut-parleurs partout dans le vaisseau, lançant le compte à rebours de départ. Ce sont tes dernières secondes sur Terre. L'arche décolle, enflammant toute la zone sur laquelle elle se trouvait. Les gens regardent leur planète s'éloigner avec tristesse, puis détournent leur regard vers le ciel et un nouvel espoir. Le vaisseau est divisé en 200 grandes sections, de taille variable. Chaque section est un pays. Malgré cette division, les règles sur le vaisseau sont les mêmes pour tous. Produire de l'énergie, maintenir la paix et s'entraider. L'énergie est produite par des vélos d'exercice. En pédalant, une personne produit l'énergie cinétique qui alimente les moteurs. C'est le devoir quotidien de chacun. Pendant au moins 1 heure chaque matin, tu montes sur un vélo d'appartement et tu pédales, assurant ainsi le bon fonctionnement du vaisseau, entretenant ta forme physique et luttant contre le stress. Ensuite, tu manges et tu vas au travail. Ici comme sur Terre, tu passes devant des magasins, des bibliothèques et des cinémas. Il y a une seule monnaie pour tous à bord. Avec l'argent que tu gagnes, tu peux passer de ta petite cabine à une plus grande. Et bien sûr, comme sur Terre, certaines personnes gagnent facilement beaucoup d'argent, alors que d'autres travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour quelques centimes. Mais cette inégalité ne te dérange pas autant que par le passé. Les humains du futur ont appris à apprécier la paix et la tranquillité, et personne ne risque de se battre dans cet espace de vie limité au milieu du vide. Partout dans le vaisseau, on trouve des zones de nature. Ce sont de petits jardins botaniques cultivés à l'aide de la lumière artificielle. Les plantes fournissent de l'oxygène au vaisseau et contribuent au bien-être des gens. Les réserves d'eau sont importantes, mais néanmoins limitées. Pour l'économiser, les fluides corporels sont traités. On les recueille dans des réservoirs spéciaux, on les filtre, on les purifie avec soin, puis on les envoie dans les réservoirs d'eau potable et industriels. Chaque personne transforme plus de 50% de ses déchets en eau. On renouvelle également les stocks d'eau douce selon les ressources disponibles au cours du voyage. Une fois tous les 2 ans, le vaisseau s'approche d'une planète. À l'aide de scanners et de rayons X, les géologues trouvent des rivières ou des lacs souterrains. Puis, ils y envoient une plateforme de forage, pompent la quantité d'eau nécessaire et la ramènent au vaisseau. Malheureusement, à part l'eau, on ne trouve rien d'utile sur ces planètes. La plupart n'ont pas d'atmosphère et sont inadaptées à la vie humaine. Ce qu'on cherche, ce sont des conditions idéales. En somme, le double de la Terre. Avec l'aide des technologies alimentaires modernes, les scientifiques ont réussi à remplacer les légumes, les fruits et la viande par des aliments artificiels. On trouve bien des pommes et des pommes de terre, mais elles sont rares et extrêmement chères. Cela fait maintenant plusieurs décennies que le vaisseau sillonne les étendues intersidérales.
les gens sont habitués à leur nouveau mode de vie. Des enfants naissent, les générations se succèdent, les enfants nés et élevés sur l'arche spatiale écoutent, les yeux écarquillés, les récits des anciens qui parlent des beautés de la vie sur Terre. Mais chaque année, il y a de moins en moins de gens pour se souvenir de la planète que tu as quittée. Les enfants de l'arche en viennent lentement à accepter que le vaisseau puisse rester leur demeure pour toujours, mais on continue quand même à chercher. Les scientifiques utilisent des télescopes et un équipement puissant pour explorer l'espace et étudient chaque jour les planètes potentiellement habitables. Mais il n'y a encore rien à proximité. Les mondes les plus prometteurs se trouvent à des milliers d'années-lumière du vaisseau. Pendant ce temps, l'esprit pacifique de la première génération d'habitants de l'Arche s'est étiolé. Les gens commencent à enfreindre les règles et le mécontentement grandit. Tout le monde ne pédale plus et les pannes de courant sont de plus en plus fréquentes. L'inégalité sociale est un sujet brûlant. Certaines parties du vaisseau se sont transformées en bidonvilles, tandis que dans d'autres, le luxe ne cesse de croître. Les équipements s'usent progressivement, rendant difficile la collecte de l'eau, et la plupart des plantes des zones naturelles dépérissent à cause de l'obstruction des systèmes de ventilation. Pour économiser de l'énergie, on coupe l'alimentation en air et en électricité dans certaines régions du bâtiment. Les habitants de ces zones doivent déménager dans la partie centrale du vaisseau. L'espace déjà exigu devient encore plus étouffant, et avec le manque de place, naît un sentiment d'irritation croissant. Bientôt, il devient évident que la seule solution est de créer un moteur plus rapide que la lumière, ou PRL. Cela nécessite de grands travaux de rénovation et des changements dans la structure du vaisseau. La question est soumise au vote et étonnamment, tout le monde n'est pas d'accord. Certains ne veulent pas prendre de risques et se sont fait à l'idée que le vaisseau est leur unique demeure. Ils préfèrent qu'on utilise ces ressources pour des réparations globales. Les gens sont divisés, les conflits s'échauffent et l'humanité risque de disparaître complètement. Ce problème est résolu contre toute attente par un danger imminent. On découvre que le vaisseau se dirige vers une ceinture d'astéroïdes large et exceptionnellement dense. Les corps célestes y sont si concentrés qu'il est pratiquement impossible de passer outre. Une collision à la vitesse actuelle est inévitable. Le seul espoir qui reste à l'humanité est de se lancer dans la construction du moteur PRL. Le travail prendra des mois, mais les peuples sont à nouveau unis. Tout le monde travaille 24 heures sur 24 et ne dort que le temps nécessaire pour reprendre des forces. Pendant que la moitié des gens aident à construire le moteur, l'autre moitié pédale sur les vélos pour produire de l'énergie. Il y a de nouveau une lueur d'espoir qui permettrait à l'humanité de trouver enfin une nouvelle planète où il y aura assez de place pour tout le monde. Les risques sont énormes, mais on n'a pas le choix. L'énergie disponible ne suffit que pour une seule tentative de propulsion. Si celle-ci échoue, l'humanité pourrait se retrouver perdue dans l'espace sur un vaisseau spatial en panne. Avant la propulsion, on envoie dans l'espace une capsule contenant des informations sur l'humanité. On y met des vidéos, des films, de la musique et toute l'histoire des hommes sur plusieurs disques durs gigantesques. C'est la seule chance de laisser une petite trace dans l'univers si le projet de sauvetage échoue. Tout le monde est prêt. Toute la puissance est transférée au moteur. Les gens s'allongent dans de petites capsules et mettent des masques à oxygène. Ils ne souhaitent qu'une chose, se réveiller dans un nouveau monde ou dormir à jamais. Personne ne désire assister à la fin de l'humanité. Les capsules sont fermées, les gens ferment les yeux. Le moteur est mis en marche, le compte à rebours commence. 3, 2, 1, propulsion. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu.
L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé, mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre 2 éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète.
planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Beaucoup de gens aimeraient voler dans l'espace. La pesanteur, la vue imprenable sur la Terre d'un côté et la zone noire incroyablement effrayante de l'autre. Oui, tout cela est super, mais n'oublie pas que ce voyage peut se transformer en cauchemar. Manque d'oxygène, flotter dans l'espace et rester dans un vaisseau spatial pendant une longue période sans savoir quand tu pourras rentrer chez toi. C'est ce qui est arrivé à un astronaute russe. Son séjour dans l'espace est l'un des plus longs au monde. Sergueï Krikalev, 33 ans, ingénieur spatial, a passé 311 jours en apesanteur dans la station spatiale Mir. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de cette histoire. Le long voyage de Sergueï a commencé le 18 mai 1991. Ce jour-là, il a embarqué dans un vaisseau de transport et est parti dans l'espace vers la station spatiale Mir. Le 20 mai, le processus d'amarrage à la station s'est déroulé. Là, en compagnie d'un autre ingénieur, Sergueï a rempli ses fonctions dans l'espace. Ils sont sortis plusieurs fois à l'extérieur, ont effectué des réparations, se sont occupés de la station et ont mené des expériences scientifiques. Quand on a de la compagnie et beaucoup de travail, vivre dans l'espace n'est pas si difficile. Mais les choses se sont gâtées le jour où Sergueï était censé rentrer chez lui. Selon le plan, la mission aurait dû durer 5 mois. Un nouvel astronaute était censé remplacer les anciens. Le vaisseau de transport s'était finalement amarré à la station. Mais le 10 octobre, un seul astronaute est revenu sur Terre. Sergueï est resté seul dans la station Mir. Il a continué à travailler en tant que seul ingénieur de vol de l'équipage. La station ne pouvait pas rester seule. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour le remplacer. Il n'était pas prêt pour un si long séjour dans l'espace. Il ne s'était pas entraîné pour cela. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas quitter la station comme ça. 1 mois s'est écoulé. Ils ont informé Sergueï qu'il rentrerait bientôt chez lui, mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le 25 décembre 1991, c'était la chute de l'URSS. Ils ont contacté Sergueï et lui ont dit qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays, puisque le pays qui avait promis de le ramener chez lui n'existait plus. En effet, pendant ce temps, une grande crise avait éclaté en Russie. Le retour du cosmonaute était impossible, car personne n'avait l'argent pour le faire. Imagine la situation de Sergueï. Tu es à des centaines de kilomètres de chez toi, dans l'espace noir, complètement seul, et tu n'as aucune idée du nombre de jours qu'il te reste à passer là-bas. Les jours s'écoulaient lentement, les semaines, puis le mois a passé. Cela aurait été beaucoup plus facile si être dans l'espace n'était pas dangereux pour la santé. Mais dans des conditions d'apesanteur, le corps humain subit de sérieux dommages. D'abord, il y a un affaiblissement des muscles.
Le corps ne reçoit pas la charge nécessaire dont il a besoin et les muscles sont constamment dans un état de relaxation, ce qui entraîne une dystrophie. Certes, les astronautes font une série d'exercices tous les jours, mais cela ne suffit pas à maintenir le corps en forme. En plus des muscles, les os commencent à s'affaiblir et la personne devient faible. Même après 6 mois de ce genre de vie, tout astronaute a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme antérieure après son retour chez lui. De plus, il y a énormément de radiation dans l'espace, ce qui est dangereux pour les gens. Elles proviennent de plusieurs sources à la fois. La principale radiation provient du Soleil. Sur Terre, nous sommes protégés de ce rayonnement grâce au champ magnétique de la planète. Presque tous les rayonnements s'accumulent dans la haute atmosphère et ne nous atteignent pas. Cette accumulation de rayonnement dans l'atmosphère est néfaste pour les astronautes. Mais le pire rayonnement est celui de la galaxie. Il provient d'étoiles et de galaxies lointaines et a un effet puissant sur tous les êtres vivants. Les radiations provoquent de nombreuses conditions défavorables et détruisent l'organisme au niveau cellulaire. Aujourd'hui, tous les vaisseaux spatiaux et l'ISS sont équipés de boucliers et de revêtements qui réfléchissent les radiations. Mais cela n'offre toujours pas une protection à 100%. Dans l'espace, le système immunitaire de l'astronaute change. Il n'existe aucune condition dans laquelle le système immunitaire pourrait s'améliorer. Apparemment, l'absence de nombreuses bactéries et microbes n'a rien d'anormal, mais les défenses de l'organisme s'affaiblissent. La personne devient plus vulnérable aux microbes qui peuvent être apportés par un autre astronaute. Tu as aussi de sérieuses restrictions alimentaires. La nourriture dans les tubes ne contient pas autant de vitamines utiles que dans les produits naturels. Sans vitamines, le corps s'affaiblit encore plus. Et parfois, les astronautes doivent faire des sorties dans l'espace, ce qui n'est pas facile. Une combinaison spatiale est une tenue énorme et inconfortable. Elle contraint tes mouvements et exerce une pression sur ton corps. Le travail dans l'espace peut durer jusqu'à plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires énormément. L'un des filtres de la combinaison peut être cassé et tout le liquide libéré par le corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tu peux avoir les yeux humides. Les gouttes perturbent ta vision. Des milliers de dangers peuvent guetter un astronaute lors d'une mission dans l'espace. Imagine que tu fais des réparations et que quelque chose ne va pas. La clé à molette saute du boulon et elle s'envole par exemple. Tu essaies de l'attraper et tu t'éloignes sans t'en apercevoir du vaisseau. Tu attrapes le boulon, mais ton corps s'envole déjà. Tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais heureusement, tu as une corde de sécurité. Mais elle peut se détacher de ta combinaison spatiale parce que tu l'as mal fixée. Dès que la corde se casse, ton corps change d'angle de vol. Maintenant, tu ne te contentes pas de t'envoler, ton corps tourne à cet instant. La Terre et l'espace noir défilent dans tes yeux. Donc, tu as compris, il existe vraiment des gros risques. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Sergueï. Tous les astronautes passent de nombreuses heures à s'entraîner pour être prêts à affronter n'importe quel problème. Ils acquièrent une bonne forme physique et la perdent pendant la mission. Ajoute à tout cela le facteur psychologique. Ton corps s'affaiblit, tu ne peux pas respirer d'air frais, tu ne peux pas voir tes amis et tu n'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Une petite couche de parois te sépare du vide froid de l'espace. Tout cela provoque du stress qui affaiblit également l'immunité et nuit au système nerveux. Heureusement, les astronautes suivent également un entraînement psychologique sérieux. Ils sont capables de garder leur sang-froid dans les situations les plus stressantes. Mais lorsque tu es seul dans l'espace pendant plus de 6 mois et que tu ne sais pas quand tu vas revenir, tu peux devenir sérieusement nerveux. Heureusement, Sergueï n'a pas paniqué. Il a accompli ses tâches quotidiennes, s'est entraîné et, bien sûr, s'est ennuyé de son foyer. 1 mois plus tard, il a reçu la même réponse. Nous ne pouvons pas encore te faire revenir. Le pays est dans une situation difficile. Il se sentait plus mal chaque jour. Ses forces le quittaient. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Le plus intéressant est que la station avait une capsule développée pour retourner sur Terre. Mais Sergueï ne l'a pas utilisée car personne n'aurait alors fait tourner la station. La Russie a vendu les postes de la station à d'autres pays. Ils espéraient aussi vendre Mir. Sergueï devait donc continuer à faire fonctionner la station. La mission de Sergueï a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Par conséquent, il a passé 10 mois ou 311 jours dans l'espace et a établi un record mondial. Pendant cette période, il a fait environ 5000 fois le tour de la Terre. Et enfin, il a reçu le message tant attendu. Il rentrait à la maison. L'Allemagne avait payé environ 24 millions de dollars pour un billet vers la station. Ils allaient remplacer l'astronaute. Krikalev est monté dans la capsule et s'est envolé vers la Terre. Beaucoup de gens attendaient son retour ici. Le cosmonaute a atterri et tout le monde s'est précipité pour l'aider. Il avait l'air très maigre, en sueur et épuisé.
4 hommes l'ont aidé à sortir de la capsule. Ils l'ont aidé à se maintenir debout, lui ont donné un manteau de fourrure et lui ont apporté un bol de bouillon. On pourrait imaginer qu'un vol pareil laisserait une empreinte sur sa vie à jamais. Mais le cosmonaute était d'excellente humeur. 2 ans plus tard, il est retourné dans l'espace et est devenu le premier cosmonaute russe à voler sur une navette de la NASA. Et 2 ans plus tard, il a été l'un des premiers à vivre sur l'ISS. En 2005, il a effectué son 6e et dernier vol. Il est allé à l'ISS où il a passé environ 6 mois, après quoi il est rentré chez lui à bord de la navette. Après ce vol, il a établi un record mondial pour la durée totale de séjour dans l'espace, soit 803 jours. Seulement 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi à battre ce record. Mais c'est une autre histoire.